Voilà, on a un tout petit peu de retard. On va essayer de rattraper ça. 14h54. Merci pour votre attention. Tout le monde est déjà très concentré, je vois ça. Ou alors en digestion, ce que je disais tout à l'heure. On va essayer de vous réveiller si c'est le cas. Je m'appelle Clément Le Sort, je suis journaliste économique, donc très heureux de vous accueillir évidemment ce mercredi 31 août dans le cadre de cette 3e édition du Forum économique breton. Mesdames et messieurs, les plateaux du 3e étage ont également débuté. Je vous confirme. Nous invitons à vous diriger vers les salles adéquates. Voilà, tout va bien, merci. Je le disais, donc un moment évidemment essentiel, celui devant ce beau panel, devant ce beau paysage, transition agroécologique entre urgence et résilience à l'heure de l'urgence climatique, évidemment, de l'appauvrissement de la biodiversité et des crises désormais mondialisées. Une profonde transformation des pratiques agricoles est devenue impérieuse. Comment cultiver la terre et faire évoluer l'ensemble de la chaîne alimentaire pour permettre de nourrir sainement, durablement 9 milliards de personnes à l'horizon 2050, même si certaines projections nous disent que ça va décliner après 2040, sans mettre en péril l'équilibre planétaire de nos ressources. Comment répondre aux défis majeurs de l'autonomie alimentaire, il en a été question notamment dans la crise sanitaire que nous venons de vivre, et autonomie énergétique, il en est pleinement question, au moment où les crises successives écologiques, sanitaires et aujourd'hui géopolitiques viennent impacter fortement de nombreuses régions du monde et menacer des ruptures d'approvisionnement en énergie, en engrais et en céréales notamment. Les transitions agroécologiques qui sont désormais au cœur des réflexions et des engagements des politiques publiques, des producteurs, des industriels, de l'ensemble de la chaîne de valeur, des organismes de recherche bien entendu et de la société civile dans son ensemble. Quelles solutions est-ce que nous pouvons apporter? Quelles actions pouvons-nous mobiliser pour encourager ce changement vers des pratiques qui soient plus vertueuses pour notre planète et qui renforcent la sécurité alimentaire des populations? On en parle avec Bruno Defeuille, bonjour. Vous êtes administrateur Eden Groupe Alimentaire Coopératif. C'est plus de 19 000 coopérateurs. Vous accompagnez 6 branches d'activité, 60 sites industriels et un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Je parle sous votre contrôle et vous me corrigerez au besoin. Philippe Hervé, bonjour. Vous êtes directeur général de Biotech Santé Bretagne, centre d'innovation technologique qui accompagne le développement d'innovation en santé et biotech en région, intervient sur 7 marchés, éco-industrie, on en reparlera avec vous, agro-industrie, alimentaire, bien sûr, cosmétique, biotech, pharma, technologie médicale et e-santé. Karim Essiamini, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Gwenex, une plateforme de financement participatif des entreprises bretonnes, créée en 2017, une plateforme de crowdfunding qui participe au développement de l'économie locale, à l'emploi et à l'innovation. Merci beaucoup d'être avec nous. Sébastien Ramos, vous êtes délégué régional Bretagne d'Engie. Vous participez au déploiement, bien sûr, de l'engagement du groupe au cœur des territoires bretons sur les thématiques liées à la transition énergétique et à la responsabilité sociétale des organisations. Engie, fournisseur bien sûr de gaz et d'électricité. On parle un petit peu de vous en ce moment, et notamment ces dernières 24 heures. 31,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les chiffres et les métriques 2021, 3e plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie hors pétrole. Arnaud Lécuyer, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Enfin, vous êtes vice-président de l'agriculture pour la région Bretagne. Arnaud Lécuyer, on va commencer avec vous. Peut-être un petit état de l'art, un état de lieu de ce qui est en train de se jouer en termes de transition agroécologique. De quoi on parle? De ce qu'il faudrait faire ou d'un état des lieux de ce qui est plutôt satisfaisant, de ce qui est déjà engagé depuis un certain nombre d'années? Nous n'avons pas attendu ici en Bretagne la crise sanitaire et les crises que nous vivons en ce moment pour se mettre en mouvement. Écoutez, déjà, merci de l'invitation. Et effectivement, il y a ce qu'il faudrait faire. Il faudra toujours améliorer la transition agroécologique dans notre agriculture bretonne. Mais il y a surtout ce qui a été fait et ce que l'on continue de faire. Et le premier des points qu'il faut souligner, c'est que l'agriculture bretonne, elle a énormément progressé. L'agriculture bretonne, ça fait des dizaines d'années qu'il y a une évolution dans les pratiques, une évolution dans les prises de conscience. Les sujets environnementaux, on ne les découvre pas. Le sujet du réchauffement climatique, le sujet du climat, on ne l'a pas découvert cet été. Donc, il y a déjà des pratiques de l'agriculture bretonne qui sont en évolution, et c'est une évolution qui est continue. Et ça, c'est quelque chose déjà qui est plutôt réconfortant, c'est que nos agricultrices, nos agriculteurs en Bretagne, ils savent faire évoluer leurs pratiques. Là, peut-être la différence, c'est l'accélération des changements. On l'a vu cet été avec le réchauffement climatique, qui veut dire que l'on a parfois du mal à percevoir, mais là, on a eu des bouleversements climatiques. C'est même plus un changement, c'est le bouleversement climatique, avec des épisodes de sécheresse qui ont débuté cet hiver,
parfois des épisodes de grêle, des épisodes de forte pluie. Donc là, le climat nous incite et nous enjoint à agir beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que nous, en tout cas, Région Bretagne, nous travaillons avec l'ensemble de la profession agricole, à l'amont comme à l'aval, pour faire en sorte que les agriculteurs, les agricultrices en Bretagne puissent continuer leur plus belle mission, c'est celui de relever le défi alimentaire. Et on a parlé de défis en introduction, mais le plus beau des défis, c'est celui du défi alimentaire. C'est un défi quotidien. Il ne supporte pas de pause, il ne supporte pas de temps mort. Et donc ça, c'est un défi qu'on doit continuer à assumer dans un climat qui nous bouscule, dans des attentes sociétales qui nous bousculent également. Et donc ça, c'est aussi le rôle de la région Bretagne, c'est d'accompagner toutes ces transitions. Et dans un climat évidemment géopolitique avec des problèmes de ressources et notamment du côté des engrais. Tiens, je me tourne vers vous justement naturellement, Biotech Santé Bretagne, Philippe Hervé. Comment est-ce que vous appréhendez ces sujets de la transition? Quels sont les sujets qui vous occupent pour le moment, qui vous font lever le matin? Alors, ce qui me fait lever le matin, c'est d'apporter une réponse à un chef d'entreprise d'une exploitation agricole. Ça, c'est pour moi le leitmotiv, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un agriculteur, un éleveur, c'est avant toute chose un chef d'entreprise qui a toutes les problématiques d'un chef d'entreprise, d'investissement, de gestion, de recettes, de gestion. C'est la priorité numéro 1. Et puis, il a une particularité, c'est qu'il ne maîtrise pas totalement son outil de production. Et ça, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans une situation comme ça. Et la raison, c'est parce qu'il dépend essentiellement, voire exclusivement, du vivant. Et ça, c'est pour ça que Biotech Santé Bretagne, qui nous apportons des solutions sur des technologies du vivant, on a un rôle à jouer parce que justement, le vivant, eh bien, comme on peut imaginer, vous l'imaginez, il y a eu des grippes aviaires, ça impacte les éleveurs, il y a un dérèglement climatique, voire une simple saison, ça impacte l'agriculteur. Et donc, ça impacte chaque année, chaque saison, le résultat d'une exploitation ou d'une entreprise agricole. Et donc, moi, mon expérience aussi, c'est que les agriculteurs, ou les éleveurs, ont une capacité d'adaptation très forte et ont un appétit très fort pour l'innovation. Et donc, pour un centre d'innovation qui apportons des solutions sur le vivant, on a un rôle à jouer vis-à-vis de cette filière. Une filière qui est aussi non pas simplement impactante, mais qui est une filière qui a des solutions. On va en revenir, et c'est pour ça aussi que l'innovation a un rôle, c'est que ça permet de faire évoluer les modèles économiques de ces entreprises. Philippe Hervé, 25 ans, je le précise, d'expérience dans l'agriculture, dans le privé, avec une appétence, on va le comprendre dans vos propos, pour les sujets environnementaux. Est-ce qu'on a suffisamment... Alors d'abord, double question pour vous, rapidement, et puis les autres pourront rebondir évidemment. Est-ce que l'innovation, c'est la panacée ? Et est-ce qu'on a suffisamment, et depuis suffisamment longtemps, investi justement dans l'innovation? Est-ce qu'on n'a pas d'étreint de retard et accumulé trop de retard dans l'innovation, dans ces pratiques agricoles? Alors, je crois que comme dans toute industrie, lorsqu'il y avait des solutions très satisfaisantes qui ont fait le travail, et on peut dire qu'en agriculture, le travail, à une époque, c'était de produire des calories pour les humains et pour les animaux, et indirectement pour... Le travail a été fait, l'innovation a fourni tout ce qui était nécessaire pendant 50 ans pour avoir le nombre de calories nécessaires au niveau mondial. Donc le travail a été fait. Depuis 20 ans, on va dire, les choses changent, des questions sociétales, environnementales, etc. Et puis des problèmes qui sont apparus pour les agriculteurs eux-mêmes, où les solutions, les innovations qu'ils avaient à leur disposition s'érodaient petit à petit. Donc elles faisaient de moins en moins bien le travail, avec des pertes de production, et puis des enjeux sur lesquels il y a zéro solution. Il n'y a pas de solution pour faire face à une période de sécheresse. Il n'y en a pas. Faut le dire, on ne va pas créer de l'eau, ça on ne sait pas. Donc ça, c'est toute cette dynamique qu'il faut prendre en compte. Et comme je l'ai dit, un agriculteur, c'est d'abord un innovateur. Il ne va pas attendre une solution pour gérer l'eau. La première chose que l'agriculteur va faire, il va gérer ses stocks. Il va choisir quand irriguer, comment irriguer. Quand il arrivera à la limite de ce qu'il peut faire, il va se tourner vers l'innovation. Et si l'innovation ou la technologie existe, il va devoir faire un choix, et j'insiste, je vais insister tout le temps, c'est un chef d'entreprise. Il va faire un choix, est-ce qu'il peut investir? Oui ou non. S'il est dans l'urgence, il ne va pas avoir le choix, parce
il va devoir irriguer ou faire une intervention, sinon c'est une perte de sa production. S'il n'est pas dans l'urgence, là, il va faire un choix plutôt stratégique sur la pérennité de son outil de production. Donc il va rentrer plus dans un schéma de résilience. Bruno Defeuille, est-ce que vos agriculteurs aujourd'hui sont, en situation d'extrême urgence ou d'urgence, et est-ce qu'ils ont la capacité d'investir ? Alors, est-ce qu'ils sont en extrême urgence ou urgence ? Alors, tout dépend. Alors, premièrement, le monde agricole, il est vaste. Donc, il y a plein de sujets particuliers. Ça va de l'élevage, des poules aux vaches, aux cultures, aux légumes, aux fruits. Donc, tous n'ont pas les mêmes problématiques. Les situations sont différentes. Les situations sont différentes. Bon. Voilà. Donc, l'urgence n'est pas la même pour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, il y a une urgence à modifier, à avoir des innovations qui vont nous arriver. Tout simplement parce que vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu assez d'innovation ? J'ai tendance à dire oui. Il y a eu beaucoup d'innovation. L'agriculture d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a l'agriculture d'il y a 50 ans. Par contre, on en a encore besoin, puisqu'il y a des problématiques qui ont été réglées à un moment donné par des innovations et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. On est avec le vivant. Une solution à un problème, elle ne dure qu'un temps, elle ne dure pas indéfiniment. C'est dommage, mais c'est comme ça. La nature s'adapte. La société, parfois, aussi a des exigences qui sont différentes. Donc effectivement, c'est normal qu'on ait une innovation en permanence. Karim Assiameni, au niveau justement de l'innovation, je posais la question, est-ce que c'est la panacée ou pas par rapport à cette situation d'urgence ? Est-ce qu'on peut orienter une innovation qui soit dédiée aujourd'hui, les financements, et une innovation qui soit dédiée à ces transitions agricoles qu'on évoque ensemble cet après-midi ? En fait, pour nous, les enjeux ne sont Est-ce qu'on est sur pas... le bon chemin là ? Les enjeux pour nous ne sont pas vraiment l'offre technologique en termes d'innovation. C'est vraiment l'appropriation, les usages et surtout le modèle économique. Je partage juste avec vous quelques chiffres. Nous, Gweneg, on existe depuis 7 ans, 2015. On collecte en moyenne une vingtaine de millions d'euros par an. C'est de l'épargne qui n'était pas injectée dans l'économie réelle. 90% de nos souscripteurs sont basés en Bretagne. Sur la partie prise de participation, donc renforcement des fonds propres, les sujets en lien avec la transition agroécologique, c'est quasiment 95% des projets qu'on finance. Et on ne le fait pas parce que c'est le capital sympathie, c'est pas du don. On est dans une logique d'investisseur avec une certaine rentabilité. Et en fait, pour le faire, il y a des très belles initiatives sur le territoire. Je prends l'exemple du PIA, Projet d'investissement d'avenir terre de source. C'est porté par les eaux du bassin rennais. On est sur un terrain de jeu où vous avez 500 000 habitants, 1500 km². Vous allez consommer de l'eau en surface. Le risque principal de pollution, c'est production agricole. Vous avez 211 exploitations agricoles. La collectivité dit, OK, on va mettre en place un système où on va inciter l'agriculteur à changer ses pratiques, à avoir de meilleures pratiques. Par contre, ça veut dire des investissements, c'est des changements d'habitude. On va faire 2 effets leviers. Le premier, on sensibilise le consommateur. On a un agriculteur labellisé terre de source qui fait l'effort de produire différemment. Donc, il y a potentiellement soit un surcoût, mais en tous les cas, on va communiquer. Voici le produit de cet agriculteur. Le deuxième effet levier, c'est le financement, en disant on va accompagner pas seulement l'agriculteur, mais surtout on va accompagner des entreprises qui vont proposer des solutions qui vont répondre à cette problématique. Je cite très rapidement 2 exemples. Winat qu'on a accompagné, ils ont développé des capteurs sondes météo, humification, gel. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Vous avez des capteurs sur votre parcelle agricole, une application mobile, vous agriculteurs, viticulteurs pour les problématiques de gel. Tout de suite, vous avez un outil qui va vous permettre d'optimiser votre dosage en phytosanitaire chimique, d'être un peu plus réactif quand vous avez des phénomènes de sécheresse ou de gel, d'être plus performant. Mais un élément clé, on n'en parle pas beaucoup, c'est la pénibilité. Aujourd'hui, aller convaincre un jeune agriculteur de reprendre une exploitation, vous dire, on en parlait avec Bruno, 7 sur 7, moi je fais pas, j'ai vu papa, maman faire, je le fais pas. Donc donner des outils qui vont permettre un vrai équilibre en termes de vie personnelle et professionnelle, c'est un élément clé. Mais on revient à l'élément numéro 1, performance financière. Il faut que pour l'agriculteur, il n'y ait pas de surcoût. Deuxième exemple, société Green Impulse qu'on a accompagnée qui développe des fongicides naturels. Donc c'est une alternative par rapport à des fongicides chimiques. L'idée c'est de dire c'est bien de faire du naturel, mais il ne faut pas qu'il y ait un surcoût pour l'agriculteur. Parce que faire du bien plus cher et dire après, t'inquiète pas, le consommateur va acheter, non. Donc l'élément fondamental, c'est proposition de valeur, une innovation qui répond à un problème, mais qui reste quand même dans un équilibre financier intéressant. Et là, on est sans surcoût, un fongicide qui est naturel. Et vous savez quoi, la guerre en Ukraine, le prix du gaz et de l'électricité, je regarde Sébastien, les phytosanitaires chimiques, c'est 80%, c'est le coût, c'est l'énergie.
C'est pas le cas des phytosanitaires naturels. Donc on revient même à être compétitif quand on fait mieux. Donc le vrai cercle vertueux, c'est faut que l'économie soit bonne, donc on a un voyant vert, que la démarche innovation, donc on a une vraie solution, mais surtout qu'on puisse s'approprier ça un peu plus facilement. Karim, les solutions sont là, les créateurs existent, les financements visiblement sont bien fléchés. Est-ce que l'appropriation est au rendez-vous de la part des opérateurs ? Oui. Est-ce qu'il y a encore un besoin de pédagogie ? Est-ce qu'il y a un besoin de communiquer ? Est-ce qu'il y a un besoin de changer les pratiques, d'abord culturellement et après en termes de capacité d'investissement, comme je vous posais la question à Bruno à l'instant ? Les enjeux d'évangélisation, c'est toujours le cas. Vous n'arrivez pas avec une nouvelle proposition en disant c'est facile, écoutez-moi, faites-moi confiance, utilisez ça. Néanmoins, l'apprentissage se fait toujours dans la douleur. Quand vous avez un phénomène de gel ou de sécheresse, quand vous arrivez avec une solution clé en main qui vous facilite ça, vous inquiétez pas que tout de suite vous adoptez ça si c'est bien les enjeux, les équilibres financiers sont là. Donc la barrière à l'entrée, c'est pas l'évangélisation, c'est être confronté à une vraie problématique dans le dur. Il faut que ça vous brûle en apprendre ces conneries. Et une fois que vous avez une solution qui coche des cases, d'où l'intérêt des effets leviers comme ça pour aider des boîtes qui peuvent proposer des vraies solutions. Sauf qu'il faut avoir un effet levier pour inciter les développeurs et inciter l'agriculteur à tester les produits et les services. On a bien compris que votre action est très géolocalisée. En quoi, Karim, les territoires ou le territoire est la bonne échelle pour l'innovation et pour ces transitions ? Nous, dans notre cas, on est 100% pur beurre, donc c'est difficile de faire mieux. On déborde un peu en Pays de C'est Loire. pour ça que je vous pose la question. Bon. Mais on est un peu en Pays de Loire, mais parce qu'on est aussi un peu chez nous en Bretagne, donc trêve de plaisanterie. Oui, alors attendez, là c'est une autre table ronde. Non, trêve de Ne plaisanterie. mettez pas un sujet comme ça dans l'après-midi, là, comme ça c'est compliqué. C'est enregistré, c'est pour ça que je le Bon, dis. c'est pour ça. Alors, voilà, on fera une plus table ronde. sérieusement, la notion de territorialité, en fait, c'est l'ADN. Vous êtes dans un écosystème. Et en fait, la notion d'écosystème, pour vous dire, c'est pas la Bretagne, c'est les pays. Moi, mon épouse, elle est bigoudaine. Elle n'est pas bretonne, elle est bigoudaine. Donc, si vous allez à Brest, c'est pas la même chose. En fait, Attention. la notion d'écosystème, c'est hyper important. La territorialité, c'est le producteur, le consommateur, le prescripteur. Ce sont vos écosystèmes qui sont les meilleurs prescripteurs. Donc, la notion de territorialité, elle est au cœur de la démarche du produire local, du consommer local et d'être dans son intégralité. Nous, je prends l'exemple des sociétés que j'ai citées. Dans les financeurs qu'on a fait rentrer, c'est pas que des investisseurs financiers professionnels. On a des consommateurs, on a des producteurs, on a des éleveurs qui ont dit ça m'intéresse parce que je vois l'usage et je vois l'intérêt d'avoir accès à ça. Par contre, c'est des agriculteurs, des producteurs, des investisseurs locaux. Je peux voir l'installation, je peux voir l'exploitation. Arnaud Lécuyer, je ne vais pas vous demander évidemment votre avis sur le rattachement de la Loire-Atlantique ou la distinction entre les Léonards et les Bigoudins. Pourquoi c'est la bonne échelle, la notion justement et la dimension régionale, pourquoi c'est la bonne échelle pour l'innovation ? C'est un laboratoire là qu'on a puisqu'on a toutes les activités. Je crois qu'on a la chance en Bretagne d'avoir un écosystème d'innovation. Alors que la région Bretagne, elle encourage. C'est pas elle qui le fait. Il y a des entrepreneurs, il y a des femmes, des hommes qui s'investissent, qui investissent et qui souhaitent aussi le partager, le faire diffuser. Et on a cette chance-là, à travers le maillage aussi de PME, de PMI sur le territoire, d'avoir un réseau d'innovation, un niveau aussi de recherche, parce qu'on a aussi des centres de recherche. La région Bretagne aussi a des centres de recherche technologique, des centres d'appui aux entreprises, donc encourage, et notamment avec tout le réseau Act Food, qui sont des centres techniques à disposition de toutes les filières alimentaires, agroalimentaires, pour faire en sorte que cette innovation, elle continue. Innovation sur les emballages, innovation sur les produits, sur les attentes consommateurs, sur les durées de conservation de nos productions. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire qu'il faut que nous, Région Bretagne, collectivité, on s'investisse. Il faut aussi que les réseaux d'entreprises soient en écoute et soient aussi proactifs sur ce sujet. Parce que ce n'est pas la région Bretagne qui va faire l'économie de la Bretagne. Elle peut l'encourager, elle peut la faciliter. Et dans ce qui est ma partie, l'agriculture, l'alimentaire et l'agroalimentaire, on a un réseau absolument formidable, un maillage d'entreprises, des très petites entreprises, des entreprises de moins de 10 salariés. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui ont commencé à 1, 2 salariés, et vous avez des très grandes entreprises, des grands groupes agroalimentaires qui continuent de l'innovation. Voilà, je ne vais pas en citer parce qu'on va dire privilégier tel ou tel, mais et dans toutes les productions. Et la chance qu'on a en Bretagne aussi, c'est la diversité des productions. On peut nous le reprocher parfois, mais la diversité des productions en élevage, comme en culture de plein champ, comme dans l'horticulture, comme dans les fruits et légumes, on a cette chance-là d'avoir une diversité. Et ce que j'évoquais pour l'innovation, ça concerne vraiment tout le panel de l'agriculture en Bretagne. Et on a cette chance-là d'avoir nos formidables agriculteurs et agricultrices qui sont en Bretagne. Il y a 26 000 fermes.
26 000 fermes en Bretagne. Il y a 1208 communes. 1208 communes, 26 000 fermes. Donc vous imaginez le maillage, ce réseau aussi, et puis c'est un tissu économique. Vous parliez de 100% pur beurre, j'imagine qu'il est salé. Mais voilà, c'est aussi ce réseau-là sur lequel on peut s'appuyer avec des femmes et des hommes qui veulent s'investir sur leur territoire, tout en n'oubliant pas non plus, le défi alimentaire, et puis le défi aussi de la préservation de l'environnement, parce que l'environnement, notre environnement, c'est aussi leur environnement de travail. Et puis faire en sorte que, tout simplement aussi, ils puissent gagner leur vie et permettre de continuer l'activité qu'ils aiment et qui nous le rendent bien. Bon, avant de passer la parole à Sébastien Ramos du côté d'Engie, on va voir ce qui est en train de se jouer évidemment dans nos campagnes bretonnes. Ce titre, Transition agroécologique entre urgence et résilience, c'est peut-être l'opposition entre le temps court et le temps long. Quand on a préparé cette séquence, on peut le dire, puisqu'on est entre nous, vous m'avez dit attention à ne pas se laisser dominer par l'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut facilement avoir la tentation de désigner des anciennes pratiques qui étaient pointées du doigt ? Comment est-ce qu'on fait pour justement encourager la transition de ces pratiques agricoles et d'élevage qui ont été aussi responsables de la situation qu'on connaît aujourd'hui? Mais vous dites attention à ce que l'urgence ne prenne pas le dessus et qu'elle nous fasse oublier le temps long, des engagements longs qui ont été pris déjà il y a un moment. Je dirais qu'en reformulant un petit peu, l'urgence, c'est la résilience. C'est-à-dire que c'est dans chacune de nos politiques publiques, dans chacune de nos pratiques, qu'elles soient nos pratiques de politique publique ou dans les pratiques agricoles sur le terrain, l'urgence, c'est de retrouver de la résilience, et on va la retrouver comment ? En travaillant sur l'autonomie. Faire en sorte que les agriculteurs, les agricultrices, le matin, quand ils se lèvent, c'est pas l'information qu'ils vont entendre à la radio ou ce qu'ils vont lire dans le journal, une catastrophe à l'autre bout du monde, une guerre en Ukraine, un incendie en Australie, une tempête dans l'est des États-Unis, qui va faire que leur journée va être changée parce que le cours du céréal il aura flambé, que le cours des intrants aura triplé. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'autonomie de décision, ça, c'est pas possible. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. Quel chef d'entreprise supporterait ça au quotidien ? Donc nous, notre boulot, avec les acteurs de l'économie en Bretagne, c'est de faire en sorte de gagner en autonomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma ferme, quels sont les leviers que je peux actionner pour pouvoir décider par moi-même ? C'est-à-dire renforcer notamment l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire ce que vont manger mes vaches, mes cochons, mes moutons. Qu'est-ce que je peux faire en sorte pour faire en sorte que ça ne soit pas cet aliment-là, il soit le moins dépendant des phénomènes internationaux. C'est-à-dire, soit je peux produire par moi-même, tout le monde n'a pas forcément cette capacité, mais ceux qui peuvent le faire, écoutez, il faut les encourager. On peut aussi sécuriser par de la contractualisation, c'est-à-dire avec des prix garantis aussi. Donc ça, on sait que les coopératives y travaillent. Donc ça, c'est par exemple le levier autonomie alimentaire. Ça fera peut-être la transition aussi avec mon collègue de gauche sur l'autonomie énergétique. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, dans un certain nombre de productions, pas forcément pour toutes, mais dans les élevages de volailles, aujourd'hui dans les cultures sous serre, l'impact de l'énergie, du coût de l'énergie, est en train de mettre à mal des filières entières. Et ça, on doit aussi décarboner l'économie agricole bretonne. Alors, ça peut être de l'agri-photovoltaïque, ça peut être travailler aussi sur toutes les économies d'énergie. Voilà, faire en sorte que l'on consomme le moins possible sur une exploitation. Alors, des choses très simples, hein, vous pouvez mettre des réducteurs de chaleur ou, sur les tanks à lait, vous pouvez, ou des ajusteurs en tout cas d'énergie sur les tanks à lait, vous pouvez couvrir les fosses à lisier. Voilà, il y a un certain nombre de solutions. J'évoquais le panneau photovoltaïque. La méthanisation, dans une certaine mesure, peut aussi arriver à être une des solutions. Le seul point sur lequel je mets le bémol, c'est qu'il ne faut pas que la production d'énergie passe devant la vocation première de l'agriculture, c'est-à-dire de nourrir les femmes et les hommes. Si ça passe devant, là on est en train de dérégler complètement l'économie agricole bretonne. Donc ça, c'est priorité à la vocation première, c'est l'alimentation humaine ou animale. Et si on doit avoir méthanisation ou production d'énergie, elle doit se faire dans le respect de la transition agroécologique. Ça ne doit pas remettre en cause tous les efforts qui sont faits aujourd'hui dans les fermes bretonnes. Et ça, c'est un impératif.
Bon, autrement dit, pas transformer nos agriculteurs en producteurs d'énergie, si je comprends bien vos propos. Ça tombe bien, Sébastien Ramos est avec nous. Avant de parler de méthanisation et de votre accompagnement de ce qui se joue, je le disais, dans les campagnes, première question évidemment pleinement d'actualité, est-ce que nos agriculteurs vont pouvoir continuer à travailler et notamment chauffer leurs serres cet hiver ? On a appris juste hier soir, hein, que Gazprom allait couper le robinet demain, bon, du côté d'Engie. Est-ce que nos agriculteurs vont avoir de l'énergie encore cet hiver ? Est-ce qu'on aura des situations de délestage, gaz, électricité, mais plus facilement du côté électricité? Vous expliquer ça en 2 minutes, sans faire langue de bois, c'est compliqué. Donc je vais vous dire directement, en gaz, actuellement, si on a un hiver, on va dire, comme l'année dernière, ça va le faire. On a la chance d'avoir, on n'a pas la chance, on a fait en sorte, et l'État a fait en sorte d'avoir tous les stocks. On est en stock à 90, on sera à 95%. On n'a jamais été aussi haut. Et donc, en gros, en termes de gaz, si jamais l'hiver est correct, ça va aller. Si jamais l'hiver est froid, eh bien, il va falloir prendre des décisions, mais qui ne seront pas trop drastiques. Pourquoi c'est dur en 2 minutes? Parce qu'après, il va falloir aussi commander les autres États. Enfin, ce n'est pas uniquement la France et la Bretagne. Premier point, la question que nous, on se pose en tant qu'énergéticien, alors évidemment, on fait le gaz, mais nous, 60% de nos résultats, c'est l'élec. Hein, donc voilà, donc on peut parler aussi d'un peu d'électricité. Nous, ce qui nous inquiète, c'est le prix de l'énergie, en fait. Le grand problème, c'est le prix de l'énergie. Donc voilà, je resterai après pour ceux qui veulent poser des questions. Moi aussi, on va faire une demi-heure et vraiment, franchement, ce qui m'intéresse, moi, c'est les territoires. Ok, ça veut dire, juste pour terminer sur cette question quand même d'approvisionnement... C'était pas langue de bois, ça va? C'est clair? Non, c'est bon, ça me paraît clair. Je juste continue. Le juge de paix, autrement dit, ça veut dire que c'est le mois de mars. Si on a un mois de mars qui est froid, ça peut faire basculer, en tout cas, une année ou des besoins. Plus on approche... Quand vous dites correct, qu'est-ce que ça veut dire correct? Parce que là, pour le coup... Correct, si jamais vous avez 10 jours à -5, comme on a connu il y a 3-4 ans, il va falloir anticiper, il va falloir prévoir. La difficulté de la météo, c'est que si jamais vous avez un décembre très froid, vous pouvez dire, super, en mars, il va faire beau. Donc en fait, plus on a un hiver doux, et plus l'hiver doux est étalé dans le temps, plus c'est facile. Voilà. Enfin, moins c'est compliqué. Est-ce que cette situation que nous sommes en train de vivre, géopolitique, et pardon de le présenter comme ça, peut être un effet d'aubaine ou d'opportunité pour accélérer les transitions agroécologiques? Si on le voit d'un point de vue un peu opportuniste, et pardon de le présenter comme ça, mais est-ce que c'est un accélérateur en tout cas des changements? En fait, je pense que tout a été dit par vous, en fait, monsieur Lécuyer. En fait, il y a 3 thèmes qui sont importants dans l'énergie et dans tous les métiers, c'est l'autonomie, la question du temps, mais dans toutes les entreprises. Et là, actuellement, on est l'urgence et la résilience. Là, on est sur ce point-là, l'urgence et la résilience en termes d'énergie. Nous, au niveau d'Engie, on est convaincus, alors ce n'est pas un phénomène d'aubaine, nous, nos stratégies énergétiques, elles datent d'il y a 3 ans, qui est bien définie, c'est les énergies renouvelables. Et là, je vais revenir dans les territoires, parce que voilà, les énergies renouvelables. Et donc, dans les énergies renouvelables, en fait, on ne mettra pas des éoliennes au centre de Dinan, ni au centre de Rennes, on mettra des éoliennes... Dans la ruralité. On mettra des méthaniseurs dans la ruralité. Donc, nous, en fait, travailler avec le monde agricole, avec le monde de l'agroalimentaire, c'est notre histoire. C'est notre façon d'être en région. J'aime bien les chiffres. Nous, on a 6 méthaniseurs en fonctionnement en Bretagne, 6 méthaniseurs avec 130 partenaires avec des agriculteurs et 50 partenaires avec des industries agroalimentaires. C'est du concret. Et là, je vous rejoins complètement. En fait, il ne faut pas se tromper. La méthanisation, c'est un apport et ça répond aux attentes des agriculteurs. On ne va pas prendre du maïs pour faire marcher les méthaniseurs. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, il y a une espèce de mélange, excusez-moi, mais je suis un peu vieux, hein. Il y a un blougi-boulga sur la méthanisation, on est tous mis au milieu. Non. Nous, la méthanisation, on va voir un territoire, on va voir les agriculteurs, vous avez un problème d'effluent, vous avez un problème de lisier, ok, ok, en agroalimentaire, c'est suffisant, ok, on y va. On a le droit de mettre 15% de maïs ou de plantes, nous, on se fixe 5 ou 6%. Voilà. Non, mais je vous dis ça parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, il y a des filières qui sont stigmatisées par ce que j'appelle des pure players, par des gens qui dévoient la filière. Donc pour nous, la méthanisation, c'est un enjeu crucial. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur les agriculteurs. Les agriculteurs, en fait, ils font leur boulot, ils comptent, et nous aussi, on fait notre boulot, on compte. Ce qui est très important sur la méthanisation, sur tout le reste, c'est parler avec tout le monde. Mais c'est parler avec les agriculteurs, mais c'est parler avec les collectivités, c'est parler avec tout le monde. Et là, je vais enchaîner sur les éoliennes. Les éoliennes terrestres, en fait, on a 17 parcs en Bretagne. Alors, les parcs des éoliennes terrestres, ce n'est pas des parcs comme les éoliennes en mer où vous en avez une centaine, c'est 4 par-ci, 5 par-là. Et en fait, sur les éoliennes terrestres,
Eh bien, moi, je vous remercie parce que vous nous avez fait monter en compétences. Quand je dis je vous remercie, c'est Engie, mais la filière, parce qu'en gros, les gens disent « Ouais, mais c'est compliqué, tu t'imagines, maintenant, le voisin en face, il va râler. » Ok, il va râler, ben, il fait son job, quoi. Chacun fait son job. Donc nous, on aime bien ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec d'abord les élus, on demande savoir est-ce que c'est possible d'implanter sur le territoire. Pourquoi on commence par les élus? Parce qu'on a des confrères, nous, qui commencent directement à aller voir l'agriculteur. Parce que moi, pour vivre en milieu rural et pour avoir, il y a quelque temps, être élu, je peux vous dire, quand vous êtes élu en milieu rural, si vous ne connaissez pas l'histoire de tous les agriculteurs de la commune et que vous commencez à tirer sur un champ alors que vous savez qu'il y a 3 générations, ils sont tous battus entre eux, c'est mort. Donc nous, on travaille avec les élus, avec les agriculteurs et avec l'agroalimentaire. Et maintenant, en fait, en termes d'appropriation, et je te rejoins un peu, Karim, c'est pas un souci, mais on est challengé. Eh bien, tant mieux, on est challengé. C'est-à-dire qu'on est challengé sur des termes, on était moins challengé. Le recyclage des pales, et sur un sujet qui nous tient à cœur, sur la biodiversité, l'impact. Et nous, ce qu'on aime, on a créé un label exprès, on aime que ça monte en compétences, parce que plus ça monte en compétences, moins on est stigmatisé, moins la filière est stigmatisée, et puis après, c'est la concurrence, hein, c'est la vraie vie. Donc nous, on veut être challengé de façon intelligente. Hein. Mais il y a, généralement, le breton, voilà, généralement c'est intelligent, donc on veut être challengé. Et je vais vous donner un exemple bien simple. Hein. La biodiversité. Alors, ils disent, alors, ce que j'aime bien, parce que quand on parle de biodiversité, NG, on dit c'est du greenwashing ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça la vraie vie. C'est que nous, en fait, la biodiversité, c'est indispensable pour 3 raisons. La première raison, c'est que jamais on n'attaque pas cette problématique en amont du projet, elle nous viendra à un moment du projet, le projet sera annulé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, OK, nous, on va embaucher des gens qui font uniquement la biodive. C'est pas des ingénieurs. J'aime beaucoup les ingénieurs, hein, mais il y a des filières biodives spécifiques, à Mulhouse ailleurs, et ce sont des gens, c'est une cellule qui fait uniquement la biodiversité. Le chef de projet dit, moi j'ai une idée, tenez, j'ai ce projet-là, et bien eux ils sont autonomes, ils disent, ben non, on ne l'accepte pas. Donc ça veut dire qu'on se fait des censures en interne. Donc petit 1, mais c'est économique tout ça, hein. Il vaut mieux dire non tout de suite que dire non 3 ans après, parce qu'il y a plein de gens qui ont vu des choses qu'on n'avait pas vues. Je vais bientôt finir. Merci. Et deuxièmement, également, ce qui est important sur cette thématique-là, c'est donner du sens. Je veux dire, pas là, nous, j'ai beau travailler chez Engie, moi, c'est Sébastien Ramos, j'ai une femme, des enfants, on a une sensibilité, quoi. Et pour embaucher des gens, si vous ne travaillez pas sur le sens, je vous souhaite du courage. Donc voilà, donc juste pour vous dire, nous, on est au cœur des territoires, on travaille avec l'agri, l'agro. Par contre, je ne te remercie pas parce que quand tu as commencé à présenter Engie, on est tous à Paris. Donc moi, j'habite en Bretagne depuis 22 ans. On a 1500 collaborateurs en Bretagne sur tout le tissu breton. Voilà, c'était juste une correction importante, mais je l'avais bien compris. On a bien compris aussi l'action, en tout cas sous triptyque, sous format triptyque, agriculteurs, collectivités et industrie, et notamment agroalimentaire. Vous voulez dire le Triskel? Oui, voilà, le Triskel. C'est encore mieux dit. Comment est-ce qu'on va faire pour passer ou en tout cas remplacer les technologies fossiles par des biomasses? Peut-être avoir un mot là-dessus quand même. Alors, parce que c'est le grand sujet. Au-delà évidemment d'être autonome et souverain, on va dire ça en termes énergétiques, ça veut dire que ça va accélérer. Il n'a pas tout à fait répondu à ma question, mais est-ce qu'on va avoir plus de champs éoliens, plus de méthaniseurs, plus de photovoltaïques avec, ou en tout cas après la crise ukrainienne? Alors, encore une fois, c'est comme je vais le redire, hein, les agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise, donc ils vont analyser l'opportunité d'un marché. Voilà. Et ils vont faire leur choix. Si ils décident, alors il peut y avoir des politiques hein, ou des réglementations qui leur posent des limites, mais s'ils décident de faire des conversions et de dire on va faire de la production de biomasse pour la production d'énergie ou pour autre application, hein, ils le feront si ils ont une rentabilité meilleure. Ils garderont, il y a peut-être aussi, et pour les accompagner, parce que je pense qu'il faut qu'ils le fassent. L'agriculture, c'est une solution à des problèmes de dérèglement climatique, d'approvisionnement énergétique. C'est un pilier de la solution, il ne faut pas l'oublier. Par contre, pour que cette surface agricole puisse être utilisée ou convertie pour d'autres applications, il faut changer nos modes de consommation. Voilà. Il faut aider l'agriculture en général à arrêter ou réduire certaines cultures. Il y a des cultures qu'on ne va pas pouvoir maintenir en Bretagne à l'échelle que l'on a aujourd'hui parce que le climat il évolue. Donc il va falloir, les agriculteurs ils vont regarder l'opportunité, qu'est-ce qu'on va changer quand on a le moment de changer, et puis est-ce que ça a une meilleure rentabilité? Oui, non, ils vont le faire.
Mais ils seront, si on est toujours en train de demander à l'agriculture, et c'est vrai, il y a le défi alimentaire, mais si on est toujours en train de demander à l'agriculture de produire A, B, C, D, en utilisant telle plante, ou pour alimenter les élevages et tout ça, on ne va jamais permettre aux agriculteurs de faire ces décisions de chef d'entreprise. Et quand on leur met la transition agroécologique, ils en sont tous conscients. 100% des agriculteurs sont conscients de la transition agroécologique, puisque je ne connais pas un seul agriculteur, encore moins en Bretagne, qui va ruiner son outil de production. Ils avaient des solutions, ils les ont utilisées, ils les ont peut-être pas toujours bien utilisées parce qu'on les a peut-être pas toujours bien conseillées, mais un agriculteur ne va pas avoir un impact négatif sur l'eau, sur le sol, parce que c'est pas logique. Il peut l'avoir fait, mais il ne l'a pas fait avec consciemment ou volontairement. Il l'a fait parce que la solution qui lui était apportée, elle était là. Et encore une fois, pour moi, c'est ça l'important. Il y a des solutions technologiques pour toutes ces conversions d'utilisation des biomasses. Elles existent, elles s'améliorent. Maintenant, c'est la demande, le marché et l'opportunité qu'il faut laisser. Et je pense que je vais le dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il faut laisser cette capacité décisionnaire aux chefs d'entreprise. Au chef d'entreprise, à l'agriculteur, on comprend bien, Philippe Hervé. J'ai bien compris la conscience, évidemment, de ne pas détruire son outil de travail. Vous nous dites aussi derrière, je viens d'écouter au démarrage une transition qui est drivée ou conduite ou dictée par deux choses notamment, et d'abord celui des consommateurs. Nos comportements de consommateurs sont aussi dictés évidemment par notre pouvoir d'achat et dictés par l'inflation. On le voit bien, d'ailleurs, et même pendant le Covid, ça a été le cas. Hausse du bio, à partir du moment où le pouvoir d'achat se réduit, baisse du bio, baisse de la demande en bio. Donc, comment est-ce qu'on fait là ? Là, on le voit en Bretagne. Il y a des agriculteurs qui étaient partis vers cette démarche de conversion. Ils font rétropédalage. Rétropédalage. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une transition agroécologique et en même temps concilier des produits qui restent accessibles ? Arnaud Lécuyer. Et puis, Bruno Hautefeuille réagira bien entendu. Sur le bio, peut-être une correction quand même. C'est une réduction de la hausse. On a été sur des hausses pendant des années à 2 chiffres, qui ont clairement tiré les marchés et qui ont aussi incité un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs à s'engager avec leur filière, qui ont aussi, il y a des marchés, il y a une croissance, on va s'engager, il y a une attente sociétale et il y a en plus une réponse du consommateur. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a une réduction de la hausse, sauf qu'entre-temps, le temps agricole n'est pas le temps forcément du consommateur. Il y a quelque chose qui va se passer dans le monde où vous avez un scandale sanitaire sur tel ou tel produit alimentaire dans le monde. Du jour au lendemain, vous n'avez plus de manger de pizza, je ne vais pas citer de marque. Mais ça, c'est du jour au lendemain. Sauf que derrière, vous avez des gens qui produisent. La conversion en agriculture biologique, ça prend quelques années, ça prend 3 ans. Donc, nécessairement, c'est du temps long. Après, il y a aussi une responsabilité, je le dis, des acteurs de la filière, d'un certain nombre de filières, je peux penser en lait notamment, qui n'ont pas réussi, de mon point de vue, à s'organiser, à se dire, attendez, à un moment donné, est-ce qu'on encourage autant les conversions en disant, s'il n'y a pas le marché, forcément, en face, ça, ils le savent. Voilà. Sauf que chacun a joué dans son segment en disant, moi, je m'en fiche, j'y vais. Et puis, c'est effectivement, ça a créé un embouteillage. Mais il ne faut pas dire qu'il y a une réduction du bio, de la consommation de bio. On le voit depuis des années, tant dans la consommation que dans aussi les attentes des agriculteurs, des agricultrices eux-mêmes, s'engagent de plus en plus sur le bio. Je dis, l'agriculture bretonne, elle a changé de visage. Il y a plus de bio par rapport aux années 80, il y a plus de femmes, il y a plus de non-issus du milieu agricole. Et cette évolution-là, et je vous dis que le visage de l'agriculture de 2022, on se revoit dans 20 ans, 2042, elle aura encore un autre visage. Donc ça, et on sait quand même, de même que voilà, tous les agriculteurs ne sont pas en bio, n'ont peut-être pas vocation, l'envie de l'être. Là, pour le coup, ça reste un choix d'entreprise. Ça doit rester un choix. Mais par contre, je sais que tous les agriculteurs qui ont cette volonté, souhaitent s'engager dans une transition agroécologique, on doit les accompagner. Et ça passe par des accompagnements publics, les mesures agro-environnementales et climatiques, c'est ce qu'on aide dans le cadre notamment de la politique agricole commune. On les aide par le biais d'investissements pour leur dire, vous changez de pratique, vous allez faire évoluer votre système. On doit vous encourager, on doit vous accompagner pour faire en sorte que le risque soit plus modéré, plus mesuré, vous accompagner dans cette transition-là. Et puis, il faut aussi, effectivement, je rejoins, c'est que les politiques publiques encouragent aussi à faire en sorte que nous ayons une consommation
qui soit aussi en rapport avec les attentes sociétales, ce que l'on demande aussi à l'agriculture, en termes notamment de bien-être animal, en termes de sécurité sanitaire des aliments. On lui demande beaucoup et je ne suis pas sûr qu'on paye nos aliments au regard des efforts qui sont réalisés et de la sécurité que l'on apporte à tout point de vue. Bruno Tefeuille, réaction évidemment par rapport à ce consommateur qui serait juge de paix, et est-ce qu'on est en train de faire du rétropédalage? Est-ce qu'il y a un grand retour du conventionnel avec ce pouvoir d'achat qui baisse et donc des investissements qui sont évidemment des arbitrages qui se font à la caisse des supermarchés notamment? Non, je ne pense pas qu'on a un grand retour, on a un ajustement. Voilà, le bio correspond à un marché. D'abord, il faut peut-être préciser, l'agroécologie, il faut le situer dans le cadre de l'agriculture durable. Donc il faut replacer les 3 piliers, le facteur social, le facteur environnemental et le facteur économique. Parfois, on accentue uniquement sur le facteur environnemental et on se dit, tiens, c'est curieux, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On oublie le potentiel humain. On oublie le potentiel humain. On oublie le potentiel humain. La plupart du temps, c'est celui-là. On est d'accord. Que l'on a oublié. Voilà. Et donc, effectivement, il y a le bio, mais il y a aussi d'autres filières que nous, dans notre groupe opératif, voilà, il y a le HVE, donc il y a les certifications environnementales. De nous, notre coopérative, on essaie de faire monter en compétence l'ensemble des agriculteurs. C'est bien d'en faire monter 2, 3, 4, 5%, mais c'est pas ça qui résout le problème de façon générale. Donc il faut faire monter en gamme l'ensemble des agriculteurs avec des certifications environnementales. Donc il y a le HVE, il y a la certification environnementale 2. Ceux qui souhaitent aller en bio après, ils le vont. C'est un choix d'agriculteur, c'est un choix d'entreprise qui correspond à un marché. Tout à l'heure, on a parlé énergie, et nous, dans énergie, le monde agricole, il a quand même des choses à dire de deux façons. Hein. Donc nous, on n'est pas dans éolien, photovoltaïque, c'est pas vraiment. On a des bâtiments, mais voilà, ça s'arrête là. Par contre, en méthanisation, la méthanisation, c'est la transformation quand même des chaînes carbonées en CH4. Ces chaînes carbonées proviennent la plupart du temps du vivant, quelque part, soit du renne végétal ou du renne animal. Et donc, on peut être fournisseur de matières premières. Donc on a des choses à dire là. On peut très bien faire des cultures qui sont méthanogènes sans perturber la chaîne alimentaire. Je vais prendre un exemple concret. Derrière des cultures de pois conserve qu'on récolte au mois de début juillet. Et on va semer du blé après. On est trop tard aujourd'hui pour semer une culture qu'on va récolter. Donc on va semer des plantes qu'on va récolter immatures qui vont à la méthanisation. De cette méthanisation-là, on va récupérer du gaz et après, on récupère aussi le digestat qui va servir à fertiliser nos cultures. Donc, on a un système qui est circulaire et vertueux. Merci Bruno. Karim, réagis rapidement et puis ensuite ce sera Sébastien Ramos. Ouais, très rapidement, Bruno avait parlé de l'économie, donc je te rejoins sur ce point. C'était Bill Clinton qui avait été challengé, il avait dit « It's about economy stupid ». 3 exemples très concrets, pratico-pragmatiques. Aujourd'hui, on parle de l'impact du surcoût de l'énergie sur la production pour un agriculteur, un éleveur. En fait, ce qu'il faut réellement intégrer, c'est coût de production moins coût de vente. Donc aujourd'hui, s'il y a la capacité, si on a des schémas, des écosystèmes qui valident que finalement le différentiel est bien absorbé par un coût de vente, c'est très intéressant. Et du coup, ça ne veut pas dire « oyez, j'augmente de 20%. » On a commencé à regarder ou à parler de sujets de diversification. 3 exemples pratico-pragmatiques. Culture du sarrasin. Aujourd'hui, culture du sarrasin, enjeu extrêmement intéressant, peu polluant, peu d'intrants chimiques, un marché qui est naissant, de plus en plus de recettes de plats à base de sarrasin. Beaucoup de gens commencent à se dire, tiens, et si je basculais vers un marché où il y a des places à prendre, où les marges commerciales sont confortables. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur des nouveaux sujets, nouvelles filières, où il y a une vraie demande de la part des consommateurs. Deuxième exemple, culture du chanvre. Je souris, il y a des personnes dans l'écosystème dans la salle. Culture du chanvre, très intéressant, pareil, impact environnemental très positif. Par contre, gros enjeu sur les écomatériaux. De plus en plus de constructeurs se font challenger par les consommateurs et par les bailleurs sociaux qui disent « quid du bâtiment durable ?» Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, l'agriculteur qui doit basculer attend une chose, qu'on lui dise qu'il y a un marché pour son débouché, à un prix suffisamment intéressant pour couvrir ses coûts de production et une marge tout à fait correcte. Donc là encore, il y a des marchés qui sont intéressants à prendre. Donc des sujets ou des thématiques où on va pouvoir finalement
encourager, non pas à ce qu'il y ait un exode, un basculement, mais en tous les cas des vrais sujets pour développer des filières en devenir avec des marges commerciales qui permettent d'abord de pérenniser les filières, les emplois. Quand je dis marge commerciale intéressante, c'est pas pour se dire c'est l'agriculteur. C'est plus je me développe, plus je vais recruter en local, plus je vais pouvoir répondre à une demande qui, elle, sera grandissante. Donc il est possible de construire des cercles vertueux, même en tenant compte de variables d'externalités qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Je prends 20%, je prends 100%, sur certaines filières. Et on a des acteurs institutionnels, la Caisse des dépôts, les syndicats, départements d'énergie, qui sont déjà sur ces sujets-là. Sébastien Ramos, 1 minute, un peu moins d'1 minute, et on terminera juste après. Merci. Sébastien. Le modèle, en fait, il est pourquoi les agriculteurs viennent chez nous pour la méthanisation. Il y a 2 modèles agricoles. Soit l'agriculteur fait seul, il n'a pas besoin de nous, il fait ça très bien. Ou soit l'agriculteur dit, attendez, c'est pas mon métier, et on préfère d'avoir quelqu'un qui fédère plusieurs agriculteurs. Et pourquoi il vient chez nous ? Parce qu'on lui prend son CH4, parce qu'on gère les différents types de coproduits, donc on évite d'avoir du maïs parce qu'on va chercher ailleurs des entrants, on va chercher des déchets agroalimentaires, et après on fait l'épandage au sol pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'en fait, le cercle est vertueux. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas un phénomène d'aubaine, mais je pense que la réalité des prix de l'énergie va peut-être amener les gens à réfléchir qu'il n'y a pas uniquement l'électricité, ce qui est très, très bien. 25% de l'énergie en France est électrique. 75% est fossile. C'est bien, c'est pas bien, mais c'est la photo. Donc à un moment donné, il faut vraiment réfléchir, il faut s'acculturer à l'énergie et savoir comment on fait baisser l'ensemble et pas parler de ces 25% où on a des débats qui font débattre, mais qui ne font pas avancer les problématiques. Voilà concernant l'acculturation. Merci beaucoup Sébastien. Dans cette transition agroécologique, on a parlé évidemment d'énergie, de gaz, d'électricité. On a juste oublié de mentionner quelque chose, ça s'appelle l'eau, et ça va devenir stratégique évidemment dans les semaines, dans les mois, dans les années qui vont venir. Est-ce que, Philippe Hervé, est-ce qu'on peut avoir une réponse en termes de type de culture à promouvoir en Bretagne sur ces sujets-là ? Est-ce qu'il faut revenir à des cultures plus résistantes ? Est-ce qu'on a des semenciers qui travaillent aujourd'hui en termes d'innovation justement sur des semences plus résistantes ou moins consommatrice en eau pour terminer 1 minute et 15 secondes. Merci. La réponse est oui, ça fait au moins, j'imagine, 40, 50 ans que les semenciers développent. Maintenant, c'est très complexe. Et donc, je pense que quand on est dans la résilience, on peut se dire on va y arriver. Et il y a aujourd'hui, sur certaines cultures, maïs et autres, qui étaient très consommatrices d'eau, des variétés qui consomment moins d'eau. Si on est dans l'urgence, il vaut mieux repenser quel type de plantes cultiver. Est-ce qu'il faut aller vers le sarrasin ? Est-ce qu'il faut aller vers le quinoa ? Qui, naturellement, sont des plantes qui sont résilientes à la sécheresse. Et ça, c'est un choix, encore une fois, des agriculteurs. Et puis de voir si toute la chaîne agroalimentaire est capable d'amener ça vers des solutions ou des nouveaux produits alimentaires. Et il y en a. Le quinoa, le sarrasin, on voit bien, ce sont des cultures qui sont sociétalement bien acceptées et qui ont des valeurs nutritives en plus intéressantes. Bruno Defeuille, peut-être, il nous reste encore quelques secondes, une réaction par rapport à ce sujet de l'eau. On voit évidemment en voyageant notamment dans la région des champs de maïs qui sont séchés, des blés qui sont abîmés. Est-ce qu'il faut s'inquiéter notamment par rapport à la production de céréales en France ? On sait qu'elle a une capacité à nourrir la France plus l'équivalent de la France, à peu près, elle exporte 50% de sa production. Est-ce qu'il faut s'inquiéter dans les mois à venir, en termes de production, face à cette pénurie d'eau qu'on connaît depuis quelques mois ? Alors dans les mois à venir, non, parce que les cartes sont déjà faites, le jeu est fait, donc pour cette année c'est fini. Alors pour l'eau, il y a quand même deux parties. Il y a toute la partie céréales où effectivement la génétique va sûrement apporter beaucoup de solutions. Donc moi je pense que la solution viendra plus par la génétique et les modes de culture. Mais on a quand même toute une partie des cultures, et surtout je pense aux légumes, qui eux en fait ont un cycle très court et donc qui ont une très faible adaptation par rapport à un manque d'eau à un moment donné. Donc là, la solution ne sera pas génétique, ou tout au moins pas uniquement génétique. Voilà pour ces expressions autour de la transition agricole entre urgence et résilience. On aimerait évidemment les garder un peu plus longtemps avec nous, mais le temps presse. On peut les applaudir tous les 5 pour leur effort de concision, leur présence et leur expression. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Il reste à disposition, et notamment Sébastien Ramos, pour une descente de scène, et le programme se poursuit. Je vous renvoie évidemment vers le programme papier que nos amis tiennent entre les mains et vers le site. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag FEB. À très bientôt. Merci pour votre attention.